C'est sur les bords du Voultron que nous commencerons notre promenade à travers le temps. Dominant la vallée de ce ruisseau, les restes du château des Galards de Béarn à Blanzaguet, construit au XVIe siècle, sera notre premier regard sur ce qui enrichit notre patrimoine local. L'ensemble a été remanié et cet édifice à 2 niveaux conserve une tour ronde couverte en poivrière. Le logis du Vivier, toujours à Blanzaguet, remonte au XVIIe. Le portail de la cour comprend une porte cochère et une petite porte. 3 acrotères couronnent l'ensemble au-dessus d'une grosse corniche. Un écu lissé dans une cartouche moulurée subsiste. Le logis des Dons, situé dans le bourg, est un bâtiment du XVIIe siècle, composé d'un corps de logis rectangulaire, flanqué d'une tour ronde couverte en poivrière. À Serres, le logis de Nanteuil possède à l'est un portail en arc surbaissé, flanqué de 2 tours rondes surmontées d'un crénelage sur mâchicoulis. C'est un bâtiment rectangulaire à 2 niveaux dominant la vallée de l'Échelle. Sa silhouette est rehaussée d'un crénelage décoratif. Toutes les ouvertures sont munies de croisées à meneaux refaites à la fin du XIXe siècle. Le château de Torsac, ancienne demeure de la famille de la Place, a eu à subir les outrages du temps et les idées farfelues des hommes. La poterne du XVIe siècle est percée d'archères en croix. Des créneaux sur mâchicoulis en décor de théâtre en ont malheureusement altéré au siècle dernier l'altière silhouette. 2 tours rondes, crénelées complètent le décor. Toujours à Torsac, le regard du promeneur est attiré par ce pavillon carré de la baronnie datant du XVIIe siècle dont la tour crénelée domine la campagne. La tour du Breuil à Dignac se remarque par ses dimensions. C'est un rectangle de 9 mètres sur 12 s'élevant à 20 mètres de hauteur, avec des maçonneries de près de 2 mètres d'épaisseur à la base. Elle aurait été construite par les Anglais à la fin du XIVe siècle. Le chemin de ronde sur mâchicoulis a été remanié au XVIIe siècle. Charmant était au XIIIe siècle le siège d'une commanderie de Templiers. Cet ancien château possède 3 niveaux dans sa partie centrale, avec une porte en plein cintre à chambranle mouluré, avec de chaque côté 2 colonnes dont les chapiteaux supportent un entablement richement décoré. Au centre est percé un œil de bœuf. Au-dessus de cette porte, 2 ensembles de 2 baies jumelées en plein cintre embellissent cette façade. Au sud-est, une tourelle en encorbellement est couverte en poivrière et repose sur une grosse colonne. Le logis du Pouillot à Dignac est flanqué d'un important pavillon couvert d'un toit d'ardoise à la mansarde. Ce principal corps de logis face au parc a 7 travées de baies sur 3 niveaux. Sur la façade ouest, une porte à chambranle à bossage cantonné de 2 pilastres cannelés avec chapiteau ionique est surmontée d'un entablement décoré. La tour de 14 mètres est couronnée de mâchicoulis.
l'intérieur, un escalier en vis conduit au sommet où une voûte surcroisée d'ogives soutient la terrasse. Au pied de cette magnifique demeure s'étale un jardin à la française parfaitement entretenu. Dans le bourg de Gurat, près de l'église, le logis appelé localement château date du XVIIIe siècle. Un grand portail et une petite porte ferment la grande cour. Des pilastres cannelés servent d'appui aux arcs en plein cintre. La petite porte est couronnée d'un fronton triangulaire. Dans l'angle du retour d'équerre, une tour polygonale flanquée d'une tourelle en encorbellement ont été restaurées. Le logis de l'Écouté à Gurat existait déjà en 1746. Il était la propriété du sieur de Pindré, bourgeois de son état. Les façades sont simples et dominées par de hautes toitures pyramidales. Un peu plus loin, la seigneurie de la Grange du Pavieux, paroisse de Gurat, relevait de l'abbaye de Brantôme et de la baronnie de Villebois. Entre la tour ronde du XVIe siècle couverte en poivrière et la tour carrée avec toit pyramidal, l'aile à 2 étages est couverte d'un toit à la mansarde. Le logis de la Baudie, propriété actuelle de M. Massacré, était au XVIIe siècle à la famille de De Corlieu, historien de l'Angoumois. La façade ouest, remaniée, conserve une belle porte couverte en anse de panier, avec chambranle à bossage formant pilastre. Elle est couronnée d'un entablement mouluré, surmonté d'un fronton brisé à volute rentrante, portant la date de 1678. La haute tour carrée du logis de l'Angélie a conservé une porte ornée d'une accolade sur son linteau. C'est là que Paul Déroulède, homme politique de la Troisième République, aimait se retirer. L'extravagante construction des frères Rétoré et Armagnac-Lavalette consacrèrent une partie de leur vie et de leur fortune à l'édification de vastes façades ne manque ni d'allure ni d'intérêt. Tout près de la source du Roncenac, le prieuré est une importante bâtisse située au milieu du bourg. La façade sud possède une porte surmontée d'un tympan timbré d'un motif représentant un lion. Mais laissons au propriétaire des lieux, M. Montigny, nous raconter l'histoire de ces vieilles pierres. Ici, nous sommes donc dans la partie qui a été construite entre 1081 et 1121. Il s'agit d'un monastère qui a été donné par Renaud de Thiviers, évêque de Périgueux, car à l'époque, nous étions toujours dans le Périgord, à Hugues de Semur, abbé de Cluny, pour y fonder un monastère. Il lui a fait donation de l'Ecclesia Sancti Ioannis de Rochenaquet, c'est-à-dire qu'il y avait déjà auparavant une église ou un monastère plus ancien, mais que nous ne connaissons pas, dont nous n'avons retrouvé aucune trace. Le monastère a vécu jusqu'en 1791, avec une quinzaine de moines, et à ce moment-là, il a été vendu comme bien national aux enchères par la Révolution. Depuis 2 siècles d'exploitation agricole, et enfin en 87, je l'ai racheté et j'ai essayé de commencer à le restaurer. Quand vous voulez. Nous sommes là dans les ruines de la salle capitulaire. C'est une aile qui a été détruite aux guerres de religion en 1578, qui a été incendiée, qui n'a jamais été restaurée depuis. Et quand j'ai acheté ici en 87, tout était encombré encore par les gravats de l'incendie de l'époque, plus tous les débris qui avaient été jetés au cours de 2 siècles d'exploitation agricole, de sorte que j'ai un chantier de jeunes bénévoles qui vient depuis ce temps-là, qui travaille à peu près 1 mois par an, pour dégager tout ça, sous la direction de l'archéologue
de la direction régionale des affaires culturelles. Vous avez ici, dans cette aile, la salle capitulaire, le parloir et la bibliothèque des moines. Actuellement, est en réalité une nef, simplement. À l'origine, il y avait un clocher sur la croisée du transept, le transept qui venait jusqu'au fond de la salle capitulaire, là où il y a les pierres tombales, et ensuite un chœur. Cette église était une des plus grandes du Poitou-Charentes. Elle avait la même dimension que l'abbatiale de Saint-Amand-de-Boix actuellement. On ne s'en rend plus compte maintenant, évidemment, en la voyant mutilée comme elle est. Au-dessus de ces trois pièces, vous aviez le dortoir des moines. Il en reste ces 4 fenêtres, qui sont classiques dans tous les dortoirs de monastères. Et ce dortoir correspondait avec l'église par un escalier descendant dans le transept pour permettre aux moines d'assister aux offices de nuit, puisqu'il nous avons trouvé, sous 2 mètres environ de déblai, nous avons trouvé un certain nombre de pierres tombales. Il a fallu 3 années de formalités et de démarches administratives pour avoir le droit de les ouvrir. Enfin, nous avons obtenu ce droit au mois d'août dernier, ainsi que la présence de l'anthropologue qualifié pour procéder à l'opération. Nous avons donc ouvert 3 de ces tombes, actuellement représentées par les grosses pierres que vous avez là, et nous avons trouvé les squelettes et les ossements des prieurs du XIe et XIIe siècle, et notamment au fond un sarcophage qui est certainement celui du fondateur de l'ordre, parce que la dalle qui le couvre est gravée, sculptée, ce qui est extrêmement rare dans les monastères. Porte de rosace et une croix de procession. Croix de procession, voilà, C'est ça. Le tout est d'un style qui paraît avoir été une inspiration irlandaise. Ce qui n'est pas tellement étonnant, puisque les moines irlandais sont revenus évangéliser la France à de nombreuses reprises, notamment après les invasions barbares. Et il semblerait que ce sarcophage soit celui du fondateur de l'ordre, qui était un nommé Arnaud, en 1081. Car dans un monastère où les pierres tombales sont toujours anonymes et sans aucun signe, l'honneur d'avoir soit un gisant, soit une gravure, était réservé au fondateur. C'était découvert. Ce sont des ossements aussi? Ah, en bas, là, il y a de... Non, c'est de la poterie. Mais par contre, ici, vous avez des ossements tant que vous en voulez. C'est des ossements trouvés cette année? Oui, ça vient d'être trouvé. Ah oui, sinon ça ne serait pas resté là. Nous attendons l'avis de l'anthropologue pour savoir s'il en a besoin pour ses travaux ou si on peut les réinhumer. Dans ce cas-là, on rouvrira un des caveaux et on les y mettra. Il y a 800 ans environ. Il lui manque une seule dent, je crois. Oui. Une cinquantaine de personnes. Oui. Avec les frères convers, avec les pèlerins, les voyageurs qui demandaient l'hospitalité pour un jour ou 2 ou 3. Il y avait toujours une petite école où on apprenait quelques rudiments de lecture, d'écriture, de calcul, de latin aux enfants les plus dégourdis du voisinage, qu'on poussait pour être ensuite Peut-être moine. soit des enfants de chœur, soit éventuellement des moines, soit des gens qui occupaient des fonctions dans le voisinage, baillis, Notable du coin. notable quelconque, oui. Considérez le paradis terrestre comme un endroit clos, complètement fermé. Vous avez au-dessus, vous avez des remparts, au-dessus de la tête d'aile. Derrière, vous avez les pattes arrière, la queue, et le tout. Et le troisième épisode, troisième acte du drame, c'est l'humanité rachetée, donc le moine, en l'occurrence le prieur de l'époque, vers 1230, qui est assis dans sa cathèdre en bois doré, et qui lit les psaumes ou l'évangile ou l'office dans un gros bouquin, donc vous voyez l'angle.
La particularité, c'est qu'elle n'a pas de pied droit. Vous avez aucun jambage. C'est que la hotte tient sur deux pierres, deux consoles, qui sont prises dans le mur et qui soutiennent elles-mêmes de l'autre côté, si vous voulez bien voir. Il y a beaucoup d'utilisation pour une quinzaine de moines qui représentaient à peu près une cinquantaine de personnes en tout, avec les frères Convert. Ça, c'était en fait... L'hiver, on pouvait mettre une petite chaufferette au fond. Il avait la lumière à sa gauche et c'était un poste de travail tout à fait confortable. C'est celui du 12e qui a été trouvé dans les fouilles, mais qui a toute la raideur hiératique de cette époque. C'était une statue romane qui était faite d'ailleurs pour être adossée à un mur parce qu'elle n'a pas de dos. Le dos n'est pas sculpté. Et on ne sait pas du tout ce que c'est, si c'était une vierge ou un saint, puisqu'elle n'a plus ni tête ni bras. Et comme on reconnaît les statues aux objets qui sont portés dans les bras, dans les mains, par exemple des clés pour Saint-Pierre, une tour pour Sainte-Barbe, un chien pour Saint-Roch, etc. Là, on ne sait pas du tout qui. C'est au logis de Chenard, à Chavenat, où nous reçoit avec beaucoup d'amabilité Madame Tabuteau, que nous terminerons notre promenade. Date de 1630. Ils étaient l'entrée d'un vieux logis du XVIIe qui a disparu à la Révolution, qui a dû brûler, puisqu'on a encore des traces des feux. Et ce domaine appartenait à la famille de Mémol, elle aussi qui n'a pas de descendants, qui n'a laissé aucune trace. La famille Tabuteau a acheté en 1800 et a reconstruit le logis. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a reconstruit le logis que vous voyez actuellement sur les bases de l'ancien logis. Mes arrière-grands-parents étaient viticulteurs et on faisait là, dans la distillerie voisine, du très bon cognac avec la dénomination fin bois. Mais le phylloxéra est arrivé, cette maladie qui nous a tous ruinés. Et à ce moment-là, les enfants sont partis faire leurs études et leur situation ailleurs. C'est comme ça que mon grand-père s'est retrouvé notaire à Montembeuf et mon père administrateur de biens à Bordeaux. Donc, vers les années 20, il a voulu revoir cette propriété de famille où seule résidait une vieille cousine germaine. Alors, ils ont arrangé leurs affaires et à partir de ce moment-là, mon père s'est mis à faire une grosse restauration. Cette vieille charmille est la charmille de nos grands-mères où elles jouaient au croquet. Et celle-ci est le début du parc. Elle a été plantée dans les années 22-23, après les terrassements qui ont été faits sur tout ce parcours. L'architecte étant Monsieur Bureau. Ça a été fait en 22 et les travaux de terrassement ont duré 3 ans. Donc en 25, on a planté ces arbres 25-26. Séquoia aux bras retournés. Et là-bas, nous avons un séquoia gigantea. Voilà. C'est le séquoia gigantea. Oui, il fait combien de hauteur à peu près? Oh, 30 mètres. Trentaine de mètres. Trentaine de mètres. Et à droite, ce sont des cèdres? Et à droite, ce sont des cèdres. C'est un bouquet de cèdres, cèdres de l'Atlas, cèdres du Liban, autres cèdres bleus. Et dessous, ce sont les platanes, plus verts, qui ont été taillés. Là, nous avons des noyers d'Amérique, des arbustes Eleagnus, enfin tout un tas de choses. Cet arbre est un tulipier de Virginie, comme celui qui était dans les jardins de la préfecture de la Charente et qui vient de mourir, qu'on a été obligé de faire tomber. Oh,
En voilà un autre qui est de Virginie, mais c'est celui qui a été décapité et il est plus court, il est plus petit que les autres. Voici le banc rustique où s'asseyait mon père, l'endroit où résonnait sa voix mâle.